Bonjour, je m'appelle Edith Kabouya, je suis autrice, scénariste et fière porte-parole pour Communication Jeunesse. J'espère que vous êtes bien installés, car vous allez vivre un très bon moment. Bonne conférence! Bonsoir et bienvenue à cette conférence de Communication Jeunesse. Je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis la directrice générale adjointe de Communication Jeunesse. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de deux invités, donc Catherine Ouellette-Cummings et Julien Boisseau, qui sont les fondateurs, les créateurs des magazines Grilled Cheese. Et la conférence ce soir portera sur les enjeux de la production de magazines au Québec. Cette conférence-là, elle est née d'une rencontre fortuite, n'est-ce pas, Catherine? On s'est rencontrés au Festival de littérature jeunesse à la Chine pendant l'été, à la fin de l'été. Puis, on discutait comme ça, puis je pensais à notre programme de conférence du soir, puis je me disais, mais les magazines, on en parle rarement. Il n'y a pas une production énorme. Vous faites un travail artisanal incroyable et j'imagine, on va l'apprendre ce soir, avec beaucoup de travail caché au travers de la production, dissimulé au travers de la production. C'est comme quand on regarde du patinage artistique, hein? Ça a l'air facile. Puis là, tu dis, ah oui, ça a l'air facile, mais c'est justement parce que ça a l'air facile que c'est si bien fait. En fait, c'est justement parce que c'est si bien fait que ça a l'air facile. Donc, je dis pas que les magazines ont l'air facile, mais quand on le regarde, on oublie tout le travail qui est minutieux, qui a été fait à l'arrière-plan, justement parce que tout s'amalgame et tout nous est présenté d'une façon si impressionnante. Alors, vous voyez derrière nos invités qui sont là et à qui je vais bien sûr bientôt céder la parole. Vous voyez plusieurs des couvertures des magazines. Je vais quand même partager mon écran pour vous montrer une juxtaposition de deux couvertures. Alors, les magazines Grilled Cheese, il y a deux volets, disons, du magazine, ou deux magazines, un qui s'adresse aux âges de 2 à 4 ans et l'autre qui s'adresse pour les 5 à 10 ans. Alors ici, je vous ai mis là, une juxtaposition des couvertures des deux magazines, celui qui est pour les 2-4 ans, celui qui est pour les 5-10 ans, sur la thématique de la fête. Et vous remarquerez aussi peut-être que c'est un magazine qui est bilingue, donc il y a plusieurs éléments à considérer et à questionner aussi dans le cadre de cette conférence. Alors, rapidement, je cède déjà la parole à nos invités Catherine et Julien. Je vous laisserai peut-être un petit moment, si vous le voulez bien, pour vous présenter avant qu'on rentre dans le sujet du magazine. Ben oui, bien sûr. Ben bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Ça nous fait super plaisir de discuter avec vous des magazines ce soir. Après la super belle introduction d'Anne-Marie, je suis un peu gênée. Mais non, je blague. Là. Ben, en fait, donc, moi, je suis Catherine et Julien. Ensemble, nous sommes ensemble dans la vie et nous sommes parents ensemble dans la vie d'un bel enfant. Et on travaille aussi ensemble depuis 2007, donc beaucoup d'années maintenant. Notre background n'est pas en édition. Moi, je viens plutôt du milieu de la littérature, la rédaction, puis Julien, lui, est en art visuel, donc l'illustration, design graphique, et on a fondé en 2007 un atelier qui s'appelle l'Abricot. Puis, en fait, au départ, on se dédiait à faire, c'est ça, de la rédaction, de l'illustration, du design graphique, et assez rapidement, on a commencé à faire de l'impression artisanale en risographie. Puis, on va y revenir plus tard sur ce qu'est la risographie, mais c'est assez central dans le travail qu'on fait. Puis, c'est ça, en étant parents et en voulant faire de l'impression et en s'intéressant au milieu de la littérature jeunesse, tout ça nous a menés à faire un magazine finalement en 2014. C'est ça. Donc, ça, c'est pour notre petite présentation personnelle. Voulais-tu ajouter? C'est si bien fait. Donc, c'est ça. Fait en 2014, on a lancé les magazines Grilled Cheese. En fait, on a lancé le magazine Grilled Cheese. Au départ, il n'y en avait qu'un qui s'adressait aux enfants de 3 à 7 ans. C'est à l'âge où au moment où notre enfant avait 5 ans. Donc, en fait, c'était un peu un magazine qu'on voulait faire pour lui, en s'inspirant d'autres initiatives qui se faisaient ailleurs
on fait un peu partout, principalement en Europe. Il y a plusieurs magazines jeunesse super intéressants qui se font en Europe, notamment le magazine Cuistax, qui est un magazine belge, puis qui se fait aussi en risographie et qui est aussi bilingue. Donc, pour nous, ça a été vraiment une grande source d'inspiration à ce moment-là. Puis, on voulait bien ça. En fait, le magazine est parti sans grande prétention aussi parce que nous, avec l'impression artisanale qu'on fait, on produit beaucoup de fanzines. C'est des petites publications auto-publiées, des livres d'artistes, des petits tirages, des œuvres uniques même parfois. Fait qu'on côtoie beaucoup de gens, beaucoup le milieu des fanzines. Fait que le projet était un peu construit comme ça au départ. C'était pas, il n'y avait pas une idée d'un projet de magazine tant que ça que juste même un fanzine pour enfants. Fait que c'est comme ça qu'on a parti le projet. Avec un petit tirage, il n'y avait pas vraiment d'abonnement au début. C'était un fanzine pour enfants. Puis là, éventuellement, ça s'est développé vers autre chose. Puis à ce moment-là, le fanzine pour enfants, excusez-moi, mais l'objectif, c'était dans des foires, par exemple, des foires de fanzine ou de le diffuser comme ça? Oui, exactement. Il y avait mettons, le cœur du projet n'a pas énormément changé au sens que dès le numéro 0, c'était un magazine bilingue. On était déjà sur l'idée d'avoir un thème par numéro, ce qui nous suit encore maintenant, mais on n'avait pas d'idée de calendrier de publication, par exemple. C'était vraiment en fait, ce qu'on avait en tête, c'était distribution spontanée dans des événements, peut-être quelques librairies. On avait fait un tirage de 150 exemplaires. On a fait un petit lancement, puis on a été sold out en 4 jours. Puis rapidement, les gens nous ont demandé des abonnements aussi, puis ils voulaient savoir quand est-ce que les prochains allaient sortir. Puis fait que là, on a réimprimé le numéro 0. On s'est structuré un peu comme ça. OK, les abonnements, on va en faire 3 par année. Puis ça arrivait un peu comme ça, le commencement. Ça a commencé vraiment vite. Je pense qu'on s'est rendu compte. Il n'y avait pas beaucoup de magazines pour enfants au Québec, les débrouillards, certains magazines très connus, mais un petit magazine comme ça, indépendant, je pense qu'il y a d'autres pays où il y en a plus. Ici, il n'y avait pas tellement de marché. Fait qu'en tout cas, les gens ont vraiment été intéressés par ça rapidement. Puis par le côté bilingue aussi qui a attiré l'attention, puis le côté artisanal dans la production aussi. Donc, après 1 an, on s'est, structuré davantage. On a continué pendant 2 ans à faire un magazine 3 fois par année qui était le magazine 3-7 ans. Puis en 2017, on a finalement scindé plutôt le projet en 2 volets, 2-4 ans et 5-10 ans. En fait, disons, préscolaire et âge primaire, début primaire. L'idée derrière ça, c'est que rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, puis ça se prêtait pas. Finalement, notre groupe d'âge 3-7 ans était un petit peu difficile avec ce qu'on voulait faire. C'était difficile de s'adresser autant aux plus jeunes puis aux plus vieux. Donc, en séparant le projet en 2, ça nous donnait une plus grande marge de manœuvre, une plus grande latitude d'essayer des choses. Puis là, je me rends compte qu'on dit toujours « on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça », mais même si on est 2 à faire l'édition, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec Richeese. Chaque numéro compte en moyenne une dizaine de collaborateurs, collaboratrices, autant au niveau des textes qu'au niveau des illustrations. Donc, qui travaillent. Puis les collaborateurs et collaboratrices changent d'un numéro à l'autre aussi. Donc, on travaille vraiment avec une grande quantité de gens, là, plus les personnes à la révision, à la correction des preuves, à la traduction aussi. Donc, pour côté illustration, en imprimant, en étant imprimeur pour des artistes et des illustrateurs, on a eu beaucoup de contacts avec des illustrateurs et des illustratrices. Fait que c'est beaucoup ces gens-là au début, puis encore aujourd'hui, avec qui on a commencé le projet. Encore la risographie, on en reviendra plus tard, mais c'est une technique particulière d'impression. Il y avait beaucoup de gens qui avaient le goût d'essayer ça, puis c'était comme une opportunité pour eux aussi d'essayer la technique, de tester ce qui est possible de faire avec ça dans les pages des magazines. Fait que c'est beaucoup comme ça qu'on a été chercher nos collaborateurs, les collaboratrices au début. Voilà. Je voulais vous poser une question au niveau du magazine en tant que tel, mais je ne sais pas, je ne veux pas vous interrompre non plus. Non, vas-y. Mais en fait, je comprends l'origine aussi de comment c'est devenu un magazine, dans le fond, parce qu'il y avait l'historique du fanzine aussi qui était derrière ça. Qu'est-ce que ça vous permet, le fait d'avoir justement ce média-là du magazine qui est peut-être
une lecture plus fragmentée ou des longueurs de texte qui sont variables? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous permet quelque chose de particulier? Ben oui, absolument. Puis peut-être qu'on peut vous montrer là, à l'écran de quoi ils ont l'air, les magazines. Là. J'ai nos plus récents numéros ici qui sont sur le thème des trésors. Alors, le 2-4 ans est ici. Puis là, vous pouvez voir qu'ils n'ont pas exactement la même taille non plus. Celui-là, c'est le 5-10 ans. Puis si je prends le 2-4 ans, la première page, il y a toujours un imagier en lien avec le thème, qui est ici. Ensuite, il y a une courte histoire. Celle-ci, elle est écrite et illustrée par Yulia Guilim, qui est une autrice et illustratrice ukrainienne, mais qui habite en ce moment aux Pays-Bas. Donc, elle a fait une histoire qui dure 6 pages. Ensuite, on a un découpage aux pages centrales et des textes, disons, soit d'information ou poétique, mais très légers. Là, pour le 2-4 ans, ici, c'est une promenade au parc, puis quel trésor on peut trouver au parc. Ensuite, on a Julien Chung qui a fait un contenu sur les formes géométriques en lien avec les trésors. Donc, il y a des trésors qui se cachent dans toutes les formes. Par exemple, ici, ce n'est pas un triangle, mais une cape de super-héros. Des trucs sur les trésors de la ville et des jeux. Là, c'est un point à point à la fin. Ça, c'est le numéro pour les 2-4 ans. Puis, dans le 5-10 ans, on a une structure vraiment similaire. En fait, on a une histoire, mais ici, elle est plus longue. C'est un mini-roman avec des énigmes à résoudre tout le long. Il y a les énigmes, puis il y a une enveloppe avec des indices. On a, par exemple, un petit article de journal, un décodeur, un truc à décoder, puis tout ça. Donc, ça, juste les remettre. Là. Ça se poursuit tout le long de l'histoire. Après... Mais dans l'idée du fanzine, il y a souvent ça aussi d'avoir des fanzines, ils vont avoir des formes particulières, avoir des collages, des papiers, beaucoup dans les matériaux du fanzine, ça change du livre. On aime ça aussi faire ça dans les magazines, justement avec l'ajout du sac comme ça avec les indices. Il y a d'autres magazines où on reviendra, mais les pages ont été coupées, des magazines qui ont des formes. On retrouve ça un petit peu à l'intérieur des magazines. Nous, on peut faire, vu qu'on a un atelier aussi d'impression ici, on peut les découper, on peut intervenir à l'intérieur des magazines. Bien, ça m'amène à un petit peu, si je peux me permettre, quand on parle de l'édition de livres au Québec, tu sais, souvent, une des choses qu'on remarque, c'est que contrairement aux ouvrages qui sont publiés en Europe, où il y a un bassin beaucoup plus grand de lecteurs, il y a peu de livres, quand on parle des ouvrages là, imprimés, disons, en série, là. Il y a peu de livres qui intègrent des rabats ou des éléments spéciaux parce que ça coûte très cher à faire. Donc, si je comprends bien, le fait que vous soyez comme maître de A à Z du projet vous permet de vous éclater puis d'offrir des éléments particuliers qu'on ne pourrait pas trouver dans d'autres types de publications. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de choses en impression qui sont encore aujourd'hui faites à la main, même lors de très grands tirages. Donc oui, ça prend du temps. Et c'est ce qui implique aussi les frais là, dont tu parlais. Nous, on a moins ces contraintes-là parce qu'on fait aussi la production du magazine. On l'imprime ici. Je dis ici comme ça parce que les presses sont vraiment physiquement là dans mon champ de vision en ce moment. Donc, oui, ça nous permet de faire des ajouts comme ça. Tu parlais de découpe, Anne-Marie, puis c'est le cas. Nous, on a fait un numéro en forme de maison pour parler des maisons comme celui-ci. On a fait une histoire avec des volets ici. Fait que ça change de personnage, puis ça change l'histoire aussi. Fait que ça, on a pu découper ces pages-là. Peut-être pour répondre à l'autre question d'avant, qu'est-ce que le média, le magazine nous permet? Mais il y a ça parce qu'on peut se permettre de prendre des risques. Il y a des choses qu'on a essayées qui n'ont pas eu l'impact qu'on espérait là, dans le numéro forêt, par exemple. La couverture se découpe en suivant la cime des arbres. Puis la deuxième page aussi, c'est la même chose dans le magazine 5-10 ans. Nous, quand on a conçu ça, on trouvait ça vraiment hot. On trouvait ça super beau, mais ça n'a pas eu autant d'impact que, par exemple, un numéro découpé en maison qui a attiré beaucoup l'attention. Dans le cas d'un magazine produit de cette façon-là, artisanalement, c'était pas très grave parce que les abonnés le reçoivent de toute façon, même s'ils disent « Ah, c'est cute »,
sans plus, ça ne se reflète pas au niveau des ventes nécessairement, mais ça nous permet de l'essayer puis de prendre d'autres décisions pour la suite. Fait que sur ce plan-là, disons, gestion du risque, là, ça nous permet d'essayer des affaires autant dans le contenu que dans le contenant, d'essayer différents mélanges de combos illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices, différents types. On a eu des poèmes, de la poésie, des bandes dessinées, d'aller plus dans le documentaire, plus dans la fiction. De travailler avec toutes sortes de personnes qui ont différentes idées pour amener différentes esthétiques aussi. Donc, ça nous permet cette grande liberté-là. Puis après ça, au niveau des contenus, mais comme on travaille toujours sur un thème et qu'on a différents types de contenus, que ce soit une histoire, quelque chose qui est narratif ou quelque chose qui est plus d'information, ça nous permet d'explorer un thème sous toutes sortes de coutures aussi, puis d'aller dans différentes directions en offrant des contenus qui sont pas si longs que ça non plus. Donc, un enfant peut feuilleter, revenir à ce qui l'intéresse davantage. Peut commencer son magazine par la fin s'il veut. Il y a beaucoup de choses possibles de faire, là. J'ai une question, encore une fois, pour vous interrompre, mais c'est parce que c'est vraiment une question de curiosité. Vous avez parlé qu'un premier tirage du numéro 0 avait été fait à 150 exemplaires. Quand on parle du magazine et de ses particularités physiques et techniques, on comprend rapidement que c'est beaucoup de travail, j'imagine, au niveau de l'impression puis de l'assemblage. Aujourd'hui, vous avez quel type de tirage et puis combien de temps ça prend pour faire tous ces exemplaires? Moi, je suis juste en train d'imaginer la somme de travail que vous avez. On a un tirage d'un petit peu plus que 1000 exemplaires. Combien de temps ça prend? Seulement pour l'impression, c'est une... Il y a plusieurs étapes qui sont très longues. Une des choses, c'est encore avec la technique d'impression, la réseau. Il faut traiter les images d'une façon particulière pour pouvoir les envoyer à la machine. On ne peut pas prendre l'image d'un illustrateur qui est en 4 couleurs ou en RVB puis simplement la passer à travers un logiciel qui va convertir ça sur les plaques d'impression. Il faut vraiment faire un très long travail de pré-presse pour préparer les images. Puis, pour avoir une belle qualité d'impression sur cette machine-là, 80% du travail d'impression, c'est quasiment la pré-presse. Fait qu'il y a beaucoup de journées avant qui sont juste à préparer les fichiers que les illustrateurs ont envoyés. Puis, il y a souvent un retour aussi parce qu'il faut que je fasse approuver les images. Le visuel change un petit peu une fois que j'ai passé ça, j'ai travaillé la pré-presse. Puis ensuite, l'impression... c'est quelques jours, 3-4 jours à peu près. Le magazine, on a à peu près 28 pages. Le 5-10 ans, 24 le 2-4 ans. Fait que c'est plusieurs milliers de pages, mais la machine imprime quand même seule. Là. Il faut l'alimenter à papier, sortir les feuilles, après ça, gérer les stocks, les piles pour pouvoir... Parce que l'autre technique, cette technique-là aussi, il faut que ça imprime une couleur à la fois. Peut-être qu'on peut montrer les images, puis arrêter de tourner autour du pot de la réseau. Allons-y, puis on va comprendre en même temps, j'imagine. On peut aller à la réseau. Mais c'est bon, c'est une façon de titiller notre curiosité. Là, vous nous. Passons à la réseau. C'est les images qu'on t'a envoyées. Oui. Alors, je partage mon écran, c'est ça? C'est mon cue? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, on peut commencer par l'autre image. Celle-là, exactement. La risographie, ça, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est une illustration que Julien a faite d'un risographe. En fait, un risographe, ça ressemble à un gros photocopieur, à l'exception du tambour à l'intérieur dans lequel des encres liquides sont placées. En fait, le risographe, c'est l'ancêtre du photocopieur en quelque sorte. L'âge d'or de cette machine-là, c'est début des années 90. C'est encore utilisé aujourd'hui pour imprimer des très, très grandes quantités de formulaires, entre autres. Il y en a dans les écoles, il y en a dans les centres hospitaliers. Habituellement, on imprime en une seule couleur. Mais depuis une dizaine d'années, il y a vraiment un intérêt pour les illustrateurs, illustratrices et designers à utiliser ces appareils-là pour créer des textures très particulières à la réseau. Ça offre vraiment une texture d'impression très, très, très
en fait, inimitable. Puis, par l'ajout d'encre spécifique à l'appareil, là, dans le tambour, on obtient des nuances super riches qui ne peuvent pas être recopiées en impression numérique, par exemple, ou même en 4 couleurs process là, en SMIC. Parce que dans la machine, en fait, c'est ça, le cylindre central, là, c'est le gros cylindre orange au centre, c'est lui qui contient l'encre. Puis ça, ça se lave pas. En fait, il faut avoir un cylindre par couleur qu'on imprime. Ça sort comme un tiroir de la machine, puis on sort le cylindre de la machine, on en met un autre, on le repose dans la machine. C'est vraiment comme un tiroir qu'on enlève puis qu'on met dans la machine. Dans la machine, il y a un rouleau de papier poreux qui est recouvert d'une fine couche de plastique. Ça s'appelle les masters ou les stencils. C'est comme un pochoir. Et il y a une tête thermique dans la machine qui vient brûler ce plastique-là, qui vient faire des petits trous dans le plastique. Ensuite, la feuille, le pochoir est placé sur le tambour d'impression. Puis les encres végétales vont traverser le pochoir. Fait que là, Catherine parlait de texture. En fait, c'est ça. C'est que si on fait un dégradé, mettons, je vais dessiner à l'ordinateur un dégradé très lisse. Si je vais dans un centre de copie du coin, je vais avoir un dégradé très lisse, exactement comme mon écran sur ma feuille. Mais le riso, il ne peut pas faire ça. Fait que lui, il va faire des trous de plus en plus éloignés dans le pochoir pour faire ce dégradé-là. Fait qu'à l'impression, on a vraiment une texture qui s'ajoute, un genre de grain, un peu comme dans les photographies. Là, on voit les grains sont de plus en plus distancés pour faire le dégradé. Fait que ça rajoute beaucoup de texture. Fait que donc, quand on imprime le magazine en 2 couleurs, comme je ne sais pas si vous voyez encore mon image à moi, mais quand on imprime en 2 couleurs le magazine, en fait, on imprime d'abord tout l'orange, mettons sur ça ici. Fait qu'on fait toutes les pages recto-verso orange des 2 magazines. Ensuite, on change le drum dans la machine. On met le drum de l'autre couleur, la deuxième ici, et on repasse toutes les feuilles une deuxième fois pour remettre l'encre sur l'orange. Les encres sont transparentes, donc ça se mélange ici, ça fait une 3e couleur. Si tu l'approches vraiment, on va voir la texture. Puis là, ici, je ne sais pas si vous voyez la texture, mais entre un aplat ici qui a 100% d'encre, donc aucun trou dans le pochoir, ici, il est comme à 50%, fait que c'est des petits picots d'encre très distancés. En fait, des picots d'encre qui vont couvrir 50% de la surface, qui font un orange à 50%. Fait que ça fait que, vu qu'on passe le magazine 2 fois dans la machine, ici, on voit que le bleu n'est pas tout à fait aligné dans le trou orange. Le tour blanc n'est pas égal. Chaque magazine est un petit peu différent. Il y a des décalages qui se créent entre les images parce que les feuilles repassent dans la machine. Fait que c'est avec ça qu'il faut travailler. Fait que quand je parle que c'est compliqué de faire la pré-presse, c'est ça, en fait. Il faut s'assurer que, mettons, les yeux des personnages se retrouvent juste sur une des couleurs parce que s'il y a des décalages, les personnages vont avoir 4 yeux parce que les points vont être déplacés. Puis c'est ça aussi, beaucoup de gens, en fait, à une époque, à l'impression, c'était fréquent de faire des images en 1 ou 2 couleurs dans les anciens magazines parce que c'était très compliqué de faire de l'impression. Maintenant, en fait, l'impression qu'on parle d'impression couleur, c'est toujours pleine couleur. Quand on va avoir un imprimeur, on ne se soucie pas vraiment du type de fichier. On fait juste l'image. Quand on est satisfait, on envoie ça à l'imprimeur, puis c'est réglé. La machine va gérer ça. Mais nous, il faut vraiment séparer complètement les 2 fichiers, avoir un fichier en noir et blanc qui va faire le orange, puis un fichier en noir et blanc qui va faire le vert. Puis c'est là qu'il y a comme un gros travail à faire sur les photos, les illustrations, puis qu'il faut montrer aux illustrateurs, faire approuver et corriger ici et là. Mais juste pour être certaine que je comprends bien, dans l'image que tu as montrée de la page couverture, il y a vraiment seulement 2 couleurs d'imprimés? Ouais. Mm-hmm. C'est incroyable le nombre de teintes parce que j'ai du mal à... C'est incroyable. Ça aussi, c'est 2 couleurs, mais en fait, ça va être toujours des recettes. Comme ici, c'est 100% de rouge. Ici, il va y avoir 60% de bleu, 30% de rouge. Ici, fait que c'est tous ces mélanges-là avec différents pourcentages de couleurs qui vont faire cette esthétique-là. Je vais partager. Quand on choisit les couleurs, en fait, quand on crée un magazine, on va choisir 2 couleurs. On a comme je dis, c'est des encres végétales. Fait que contrairement, mettons, à un mélange traditionnel de cyan, magenta, jaune, noir, qu'on peut reproduire des milliers de couleurs, les encres riso ont une collection d'encres. Je vais les mettre plus en éventail, ce sera pas long, je vais rêver. Il y a une collection d'encres ici.
Fait que là, il y en a plusieurs, comme une centaine, 150 couleurs peut-être d'encre. Il faut la choisir, commander cette cartouche d'encre-là, puis c'est cette couleur-là qu'on met directement dans la machine. Catherine parlait des couleurs plus spéciales, plus vives. En fait, on peut avoir des oranges fluo. On peut avoir une couleur orange comme ça, en fait. Si on l'imprime en numérique, ça va être un mélange de magenta, un petit peu de bleu, un petit peu de magenta, un petit peu de jaune qui va faire l'orange. Ça sort souvent brun, orange imprimé. Nous, ici, il est très, très vif parce que c'est du pigment orange pur. On peut avoir des couleurs métalliques aussi, comme celui-ci. Ça fait des couleurs qui sont très, très riches dans les encres. C'est des encres, c'est ça, végétales. Pour les huiles, il n'y a pas de solvant non plus dans les encres. Ces encres-là ne sèchent jamais. Donc, ça prend un papier qui est, d'ailleurs, le papier des magazines, c'est un papier qui est comme très rugueux, absorbant. On ne peut pas utiliser de papier glacé parce que les encres vont rester en surface. Il faut que les encres puissent être bues par le papier pour rester dans les fibres du papier. Fait que des papiers poreux, pas de COV, pas d'encre, pas de solvant qui s'évapore. Fait qu'on peut manger le magazine. Est-ce que c'est un magazine vegan? Oui. C'est ça. On a une question de Gigi Nadeau qui nous demande, quand vous commandez une couleur, est-ce qu'elle arrive dans le drum ou vous la mettez vous-même dans le drum? Et là, je pense que ce serait un bon moment pour que je repartage des images puis qu'on voit la deuxième. Hein? Je reviens avec ça. C'est vraiment une bonne question. Je peux aller chercher une cartouche. Oui, vas-y. En fait, l'encre arrive dans des cartouches. Normalement, il y a on met la cartouche dans un drum qui est associé à la couleur. Puis, bon, Julien a dit tantôt, les drums ne se nettoient pas. C'est habituellement vrai, mais Julien a mis au point une façon de nettoyer nos drums. Donc, nous, ici, on les nettoie. Puis ça nous permet de les changer en conservant l'entièreté de notre encre. Là. Donc, on évite le gaspillage d'encre, puis on les nettoie. Donc, en tout cas, ça prend un peu moins d'espace de stockage. Mais ça, c'est une cartouche d'encre. C'est une cartouche, fait que c'est 1 litre d'encre. Ça a la texture d'un yogourt à peu près, l'encre. Pour imprimer 1000 magazines, on prend à peu près 6 litres d'encre. Dépendant encore là des aplats et tout ça. Fait que c'est ça, c'est des cartouches comme ça qu'on achète. On dévisse ça, on rentre ça dans le drum, puis dans le drum, il y a une petite pompe. Là, si on revient à l'image, encore, excusez. Ah non, c'est bon. Fait que ça, c'est l'intérieur du cylindre. Dans le fond, on voit le pochoir là, qui est placé à l'extérieur. Exactement. Fait que ça, dans le plastique a été brûlé, donc l'encre peut traverser où on voit les lignes. Tout le reste, il y a encore le plastique est là, donc l'encre ne peut pas traverser. Ensuite, à l'intérieur du cylindre, on voit le premier petit cylindre blanc en haut. Ça, c'est le tuyau dans lequel l'encre arrive. On voit la goutte d'encre qui tombe vers les 2 cylindres du bas. Alors, le plus gros cylindre, c'est lui qui applique l'encre dans la toile du gros drum. Un peu comme un squidge en sérigraphie, là, pour une raclette en sérigraphie. Le deuxième petit cylindre, ça s'appelle un cylindre de duction. Lui, il y a un mince espace entre ce cylindre-là et le cylindre encreur pour qu'il y ait une couche d'encre d'une épaisseur très précise sur le cylindre pour transférer l'encre à travers le pochoir. Puis le dernier rouleau en bas, lui, fait uniquement la pression pour que la feuille qui passe soit collée entre les deux puis que l'encre traverse le pochoir sur la feuille. J'ai une question un peu de néophyte, mais est-ce qu'on pourrait dire que la risiographie, c'est un peu comme le principe de la sérigraphie, mais dans une machine? Mécanisée, oui. C'est exactement ça. Okay. La principale différence, outre le fait que c'est mécanique, c'est que la sérigraphie, on a une toile, un cadre avec une raclette pour passer l'encre dans le pochoir qui a été fait. Ce cadre-là, on peut le poser sur à peu près n'importe quelle surface. On peut sérigraphier sur du bois, on peut sérigraphier sur du carton, sur un mur ou sur une feuille de papier. En riso, on ne peut pas. On peut seulement utiliser du papier ou du très mince cartonné parce que sinon, ça peut pas être alimenté dans la machine. Mais sinon, le principe est exactement le même. Là. C'est pour ça qu'on fait aussi une couleur à la fois. Puis l'idée des pochoirs, là, ça fonctionne exactement de la même façon. La machine ressemble beaucoup aussi à ce qu'il y avait dans les écoles à une époque, les duplicateurs à alcool ou les Gestetner. C'est des petites machines manuelles avec
Ça, c'est la version mécanique de ça. Puis, c'est ça, tantôt, tu disais, Catherine, que l'âge d'or de ça, c'était pas mal les années 80-90. Ça a presque disparu. Mais là, c'est revenu en force avec les studios de design parce que la machine, elle prend pas tellement de place. C'est gros comme un photocopieur. C'est pas comme un atelier d'impression avec une presse offset 4 couleurs, que c'est gros comme un autobus scolaire, là. C'est tout petit, ça se roule. Puis la compagnie va bien maintenant. Ils développent des nouvelles couleurs, ils développent des nouvelles machines encore. Ils ont même sorti des machines grand format réseau. Il y a vraiment un engouement là, qui revient partout à travers le monde, même là, aux États-Unis, plein de studios, beaucoup en Europe aussi. Puis c'est souvent des illustrateurs qui vont partir ça, beaucoup le monde des fanzines. Puis là, des prints d'art aussi, mettons, sur des papiers 100% coton avec des œuvres numérotées. Il y a quelque chose qui est là quand même. Les gens aiment beaucoup la vibrance des couleurs, le fait que chaque image est un petit peu différente aussi. C'est ça. Voilà. C'était pour la réseau. Pour nous, on aime vraiment beaucoup la réseau, vous l'aurez deviné. Depuis longtemps, avec Red on a réussi à faire des choses en réseau qu'on trouve vraiment le fun. Mais c'est pas que nous qui aimons ça. La plupart des gens avec qui on travaille, là, les illustrateurs et illustratrices, sont très contents d'essayer cette technique-là. Certaines personnes, c'est pour la première fois. Il y a aussi la contrainte qu'on s'est imposée de faire les magazines seulement en 2 couleurs. Puis ça aussi, il y a beaucoup de gens qui y voient un intérêt là, dans essayer de faire différents types d'illustrations. Je pense à Pascal Blanchet, par exemple, qui fait des illustrations avec beaucoup de couleurs habituellement. Puis, il a fait des illustrations dans notre numéro 2. Puis, justement, en 2 couleurs. Puis, je me souviens là, qu'il trouvait ça vraiment intéressant d'essayer ça. Ça, c'est une des illustrations de Pascal dans le numéro 2. Donc, c'est ça. Fait qu'on y tient à cette technique d'impression-là parce que c'est relativement écologique, vegan même, parce qu'on trouve ça très beau. Ça nous permet d'avoir un contrôle sur l'impression, mais ça ne nous limite pas non plus parce que l'année dernière, on a fait un numéro sur le Nunavik avec des artistes inuits du Nunavik, puis on a eu une subvention du gouvernement du Nunavik pour imprimer 5000 exemplaires supplémentaires des magazines. Donc, on avait un tirage de plus de 6000, puis on a pu le faire quand même ici là, sur nos machines. Puis ces magazines-là, d'ailleurs, avaient 3 pages sur la couverture. Ça, c'en est un. La couverture a ici 3 couleurs. Là, le corail, un petit bleu, puis une dernière couche de noir par-dessus pour les traits du visage des personnages. Ça, c'est la version 5-10 ans. Il était trilingue, 3 pages, 3 couleurs, trilingue. C'est ça, ces magazines-là étaient trilingues entièrement inuktitut, français et anglais. Donc, on voit les 3 langues ici. Puis d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas du tout parlé du côté bilingue. Puis c'était une des questions qu'on avait ensemble. On était dans combien de temps aussi avant tout ça? Oui, combien de temps ça prend faire un magazine? C'est ça, quelques jours pour l'impression. Pendant longtemps, on a assemblé les magazines nous-mêmes. Ça veut dire qu'on étalait toutes les feuilles sur la table et on prenait une feuille de chaque, on pliait, brochait, coupait les 3 faces. Ça, c'était vraiment long. Récemment, on fait affaire avec une compagnie là, qui fait l'assemblage. Eux autres, ils ont une machine automatique. Fait qu'on amène toutes nos feuilles imprimées, mettre ça là-dedans, puis ça s'assemble tout seul, plié, broché, coupé 3 faces. Ensuite, là, s'il y a des interventions, coller des choses dedans, tout ça, les magazines reviennent chez nous. Puis là, on va coller les portes, les petits sacs, tout ce qui va dedans, puis on finit la finition. Fait que une bonne semaine de pré-presse, puis une bonne semaine d'impression, production, façonnage facile. Pour juste le côté, c'est ça, production technique du magazine. Oui, parce qu'il y a tout le travail avant la pré-presse, donc, mais qu'on peut aborder peut-être en commençant par la langue et les textes, puis on parlera après ça peut-être aussi de comment les collaborations s'organisent entre les illustrateurs et les créateurs qui écrivent les textes. Mais oui, la question de la langue, c'était une des curiosités que j'avais. Pourquoi choisir de faire un magazine qui est bilingue et qu'est-ce que ça permet? Où est-ce que ça vous amène?
C'est une décision qui a été prise dès le numéro 0, puis on l'a abordé tantôt. C'est un peu un numéro qui a été construit, disons, plus dans l'émotion que dans la réflexion. Puis c'est comme un choix qui s'est fait comme ça parce que ce qu'on voyait aussi, entre autres, le magazine Cuistac, c'était bilingue, puis on trouvait que c'était une bonne idée, puis que surtout au début du primaire, ben, les enfants au Québec commençaient à apprendre l'anglais, fait qu'on trouvait que c'était intéressant, mais vraiment rapidement, on a réalisé que ben, ça nous permet d'abord d'avoir une distribution plus large, parce que même si la majorité de nos abonnés sont au Québec, on a une partie importante de nos abonnés qui sont dans le reste du Canada, et ça dans toutes les provinces et tous les territoires. Donc ça, c'est intéressant. Puis les échos qu'on a quand on fait des événements, on a fait quelques événements en Ontario, par exemple, où on a des bibliothèques qui sont abonnées à Halifax ou à Calgary. Puis on a un écho qui est vraiment très positif par rapport à avoir, dans ce cas-là, la langue française aussi, parce que les élèves apprennent le français. Puis nous, ici, mais ça permet aussi aux élèves ou aux plus jeunes de s'initier à l'autre langue ou de la voir présente sur la feuille. On a énormément de familles bilingues qui sont abonnées. Puis on entend des parents qui sont contents de pouvoir lire la même histoire, chacun dans leur langue à leur enfant. Puis il y a quelque chose que je trouve vraiment touchant dans ça aussi. Un truc qui est important, puis c'est un choix aussi dans la mise en page, c'est qu'on n'a pas non plus voulu, mettons, mettre le magazine en français et traduit en anglais dans le bas, mettons. On veut vraiment que les textes s'accompagnent toujours ensemble à la même place avec la même image pour pas qu'il y ait comme une langue secondaire au magazine. Fait que des fois, ben, c'est compliqué pour la mise en page, mais à chaque fois, là, on a toujours le texte en français, le texte en anglais qui se poursuit. C'est toujours français, anglais, un texte d'une couleur pour chaque langue, mais vraiment dans la même mise en page, à la même place. L'idée d'utiliser une couleur pour chaque langue, ça permet de repérer plus facilement la langue que tu veux lire, puis de la suivre de page en page. Mais c'est ça, au départ, on avait essayé d'autres façons, par exemple en utilisant l'italique, puis notre traductrice, elle était moins d'accord avec cette façon-là de fonctionner. Elle nous a dit « ça fait plate un peu, ça fait une lecture qui est un petit peu moins facile en anglais avec l'italique partout. » Donc, on a essayé une autre méthode qui finalement est restée, là, celle d'associer toujours une couleur à une langue dans le magazine. Vous parlez de la traductrice. Est-ce que les textes sont toujours traduits à partir d'une langue vers l'autre langue ou ça vous permet aussi d'aller chercher des créateurs des deux langues? Exactement. Par la force des choses, les gens qu'on connaît et notre situation géographique, la majorité des textes qu'on reçoit sont en français, mais ça nous a permis d'avoir des collaborations avec des auteurs et des autrices anglophones aussi, soit du Québec ou d'ailleurs. Là, je montrais le texte de Yulia Gouillet tantôt. On ne communique qu'en anglais avec elle. Puis le texte nous est arrivé en anglais, donc il a été traduit ensuite en français. Puis par rapport au numéro Nunavik, ça, c'était intéressant aussi parce qu'on a une partie les textes certains textes ont été écrits d'abord en Inuktitut et on les a reçus, nous, dans une première version en anglais. D'autres ont été écrits en Inuktitut, on les a reçus en français. Et d'autres ont été écrits en anglais, d'autres en français, puis tout a fini par être traduit dans les 3 langues. Fait que ça fait aussi tout un travail sur la traduction, l'importance de ne pas perdre les nuances d'une version à l'autre. Fait que oui, ça, c'est intéressant. Puis ça nous permet de faire des jumelages entre des auteurs francophones du Québec et j'ai une histoire, entre autres, là, dans notre numéro Bonbon en tête. Donc, l'autrice est ici à Montréal, puis elle est illustrée par une illustratrice en Corée du Sud. C'est intéressant aussi, tu sais, ça a donné une autre dimension quand même au travail, à l'imaginaire qui était associé à l'histoire aussi. Je dis ça, mais la majorité des gens avec qui on travaille sont canadiens, mais ça nous a quand même permis à plusieurs reprises d'avoir des collaborations internationales. Puis, ces collaborateurs-là, d'où viennent-ils et qui sont-ils? Est-ce que c'est vous qui les approchez? C'est eux qui vous approchent? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Puis le jumelage aussi, auteur-illustrateur? Ça, un peu des deux, en fait. Nous, c'est ça fait
avant le magazine, ça faisait quand même 7 ans qu'on travaillait dans le domaine de l'illustration, de l'impression à Montréal. Donc, notre réseau était quand même construit. Donc, au départ, ben oui, c'est nous qui appelions nos amis. Puis, bon, veux-tu participer? On lance un projet. Après ça, ben, on s'est mis à recevoir des portfolios, autant pour les textes que les illustrations. On rencontre des gens dans des salons. Puis, il y a eu des commandes directes aussi, des gens à qui à qui on parle, qu'on va voir, puis on a telle affaire, ça te tente dessus. En fait, nous, on trouve toujours le thème pour commencer. On se fait le plaisir de trouver nos thèmes de l'année. Le thème et les couleurs, la plupart du temps, on se garde le plaisir de les décider. Le premier brainstorm aussi, d'idées qu'on pourrait avoir, parce que c'est toujours un peu la même structure, on le disait tantôt, mais il y a une histoire, il y a des découpages, il y a une entrevue avec un animal. Dans le 5-10 ans. Dans le 5-10 ans, en tout cas, un imagier dans le 2-4. Il y a comme toujours ces catégories-là un peu qui reviennent, puis un peu toujours à la même place dans le magazine. Fait que ça, on trouve un peu des idées là-dedans avant de pitcher ça aux gens, de leur montrer. Ouais. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a eu des séances de brainstorm en équipe aussi avec des gens qui allaient participer au numéro. On dégage des idées. Après ça, on passe des commandes autant pour les textes que pour les illustrations. Habituellement, la vaste majorité du temps, on commande d'abord le texte. Quand on reçoit le texte, on trouve le match pour l'illustration. On envoie le texte à la personne. Puis ça fonctionne de cette façon-là. Il y a des exceptions. Il y a des moments où l'illustrateur et l'auteur se parlent d'abord, travaillent ensemble. C'est arrivé aussi. Moi, j'ai fait plusieurs textes, Julien a fait plusieurs illustrations. Dans ce cas-là, on travaille vraiment presque main dans la main pour créer ces pages-là. Fait que toutes les formules sont possibles. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le magazine, puis ça va être leur première collaboration ou premier en jeunesse. Donc là, on les accompagne davantage. Des fois, ils vont être jumelés avec un auteur qui a écrit plusieurs textes. L'inverse est vrai aussi. Donc, on essaie de proposer des mélanges qui vont être originaux la plupart du temps, intéressants, de sortir des gens de leur milieu, comme Samuel Boucher qui a fait ces 2 couvertures-là du numéro Machine. Lui, il vient de l'univers du jeu vidéo. Puis on trouvait ça intéressant de travailler avec lui. Puis il a fait quelque chose de vraiment intéressant en une seule couleur là, dans ce cas-ci. C'est ça. Puis fait que c'est un peu comme ça qu'il y a des collaborations qui naissent. Puis on en parlait l'autre fois, il y a des gens qui se sont rencontrés dans Gretschys. Ça, c'est comme notre plus grand bonheur. Mais je parlais d'Anne-Sophie Tilly, qui est une autrice française qui travaille sur une série d'imagiers de livres cartonnés avec Julien Chung, qui est ici sur la rive sud de Montréal. Ils se sont rencontrés dans un lancement de Gretschys. Ils ont travaillé ensemble dans Gretschys. Puis là, ils font plein de livres ensemble. Fait que ça, on trouve ça vraiment, vraiment le fun. Fait que, ouais, c'est vraiment un foyer de création. Tu sais, c'est vraiment un lieu où autant vous pouvez essayer des choses, vous éclater, que les créateurs, d'après ce que je comprends aussi, peuvent se permettre peut-être des choses qu'ils n'oseraient pas faire dans une publication qui leur est entièrement dédiée aussi, peut-être. Absolument, absolument. Tout le monde peut se permettre de prendre des risques, d'essayer des affaires, d'essayer des nouveaux styles, de faire des choses. On a fait un numéro il y a quelques années qui portait sur le sol. Le thème, c'était le sol. Puis il y a Julie Delporte qui a fait une superbe histoire là-dedans. J'ai pas le numéro le sol avec moi, mais on l'a réédité dans un livre. Fait que je peux vous montrer certaines de ces images magnifiques. C'était une toute petite histoire, là. C'est quelque chose qu'elle avait en tête sur des éléphants jardiniers. J'ai une image ici de ces magnifiques images de Julie. Fait que ça avait été super le fun là, qu'elle puisse faire ce récit-là qu'elle avait en tête. Ça ne faisait pas l'objet d'un livre, là, ça fait 400 mots, cette affaire-là. Tu sais. Mais c'était super beau. Je me tente pas de les voir. On en parlait un peu tantôt, mais les magazines ne sont pas tellement en point de vente. On n'a pas besoin d'avoir un magazine qui va se vendre dans un présentoir parce que beaucoup d'abonnés, les gens les reçoivent par la poste. Fait que
Ben, c'est ça. Si la couverture, on n'a même pas besoin de se soucier qu'elle ait, comme, mettons, une certaine présence dans un présentoir. Si on trouve que l'image est belle pour la couverture, ben, on peut la mettre parce que les gens la reçoivent chez eux. Puis, il y a comme moins de marketing à faire dans le magazine pour le rendre vendable sur une tablette, attrayant. C'est juste comme un magazine qu'on a le goût de faire. Puis, les gens le reçoivent par la poste. Ils sont contents après, soit des beaux messages. On s'assure de faire un bon contenu, mais c'est ça, on n'a pas en tête de devoir faire un magazine qui va se vendre sur les tablettes. Fait que ça change un petit peu l'approche au contenu, je trouve. Oui, puis autant pour les personnes qui au stress aussi. Travaillent. Ben, c'est elle qui disait une première, hein? Charlotte Parent. Elle commence. Non, ben, elle commence un travail, Charlotte Parent, qui a fait les couvertures de Trésor ici, puis elle commence à faire de l'illustration jeunesse, puis tout ça. Puis on n'a comme pas hésité à la prendre pour les couvertures, mais c'est ça, finalement, c'était... Ce que je veux dire, en fait, c'est que si le magazine, il faut absolument qu'il se vende dans les tablettes, on fait peut-être affaire avec des illustrateurs plus renommés, mettons, pour que juste la couverture vende le magazine, tandis que nous, on peut ne pas hésiter à prendre quelqu'un qui commence puis à essayer quelque chose. Mais c'est aussi ce que le client recherche, j'imagine, c'est-à-dire que les gens qui vont s'abonner à une publication comme celle-là veulent être surpris, veulent voir des nouvelles plumes ou des nouvelles images. Tu sais, on ne s'abonne pas à ça pour la même raison qu'on va s'abonner au débrouillard, puis ça fait en sorte qu'on peut être abonné aux deux pour avoir du plaisir parce qu'on ne va pas trouver la même affaire. Tu sais. Et on va être les premiers à le dire parce que nous, on est des grands fans des débrouillards et de ces magazines-là. On les reçoit à la maison. On ne se sent pas du tout en compétition. Bien qu'on fasse du magazine, on n'est pas dans le même genre de projet, là. Mais oui, c'est ça. Puis on parle beaucoup de gens qui ont commencé puis qui ont fait des choses avec Red Cheese. Puis c'est super cool, mais on a aussi des gens qui sont reconnus dans le milieu. On a travaillé beaucoup avec Julien Castagnier, dont on parlait juste avant la rencontre. On a Benoît Tardif qui a travaillé avec nous, Pascal Blanchet. J'ai nommé Julie Delporte. Puis même au niveau des auteurs, mais il y a William Messier, qui est un auteur non jeunesse, mais qui a écrit une histoire dans Red Cheese. William, c'était mon ami d'enfance, c'était mon voisin, il habitait en face de chez nous. Oui, mais je le savais, je pense. Ah oui? Ah, je suis toujours contente quand j'entends son nom. Je vais en parler, mais enfin, oui. Il a écrit une histoire dans Red Cheese, donc, tu sais, il y a 2 ans, je pense. Fait que ça, c'est le fun aussi. Oui. On peut aller c'est ça, travailler avec différentes personnes qui essaient différentes choses. Il y a Maude Neveu-Villeneuve qui a fait un texte dans Red Cheese bien avant Simone Souléron. Dans ce cas-ci, c'est d'autant plus drôle que son texte était un truc documentaire. C'était une entrevue avec un capitaine de navire qui était son père. Donc, tu sais, ça a fait comme autre chose que ce pourquoi on la connaît maintenant. Fait que c'est ça, c'est intéressant là, de tous ces partages-là, ces mélanges-là. Nous, ça nous nourrit le projet. C'est pour ça qu'on le fait, là. Absolument. Puis, je vois le temps qui file, puis il y a une question que j'aimerais vraiment pas qu'on mette de côté. J'aimerais vraiment qu'on aborde cette question-là. Puis, c'est la question de la médiation, parce que une fois qu'on a les magazines, qu'on les a lus, par exemple, à la maison ou en classe, mais la médiation puis l'animation du livre, tu sais, à CJ, c'est au cœur de notre pratique. C'est ça dont on fait la promotion. Puis c'est rare qu'on entend parler de la médiation du magazine. Et là, Catherine, lorsqu'on s'est parlé avant de préparer cette conférence-là, tu m'en as parlé, tu m'as dit, j'aimerais ça qu'on aborde cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le magazine une fois qu'on est abonné pour sa classe, la bibliothèque ou à la maison? Évidemment, on le lit. Mais comment on l'anime? Puis, on le découpe, puis on fait les choses qui sont dedans. J'avais préparé tous les petits jouets de papier, puis on les a pas montrés. On veut les voir. Quand même qu'on dépasse de 3 minutes, on veut voir les jouets de papier. Il y a des bricolages. Fait que déjà, le magazine en soi, on l'utilise sous toutes ses coutures. Là. On peut le lire, on peut le manipuler. Il y a toujours un découpage aux pages centrales, donc qu'on vous invite à faire. Ah ben oui, tiens. Toutes les pages centrales, c'est toujours un découpage comme ça. Fait que petit personnage dans le numéro. J'avais le dragon du numéro trésor. Numéro trésor, c'est une petite marionnette dragon. Et là, on parlait tantôt version 2-4 ans, mais le 2-4 ans trésor, il y a aussi son découpage.
ici. Fait que là, ça permet de faire un petit dragon comme ça qu'on peut souffler dedans. Fait que c'est plus simple. En fait, lui, c'est vraiment juste de faire un cylindre de carton, mais ça invite quand même l'enfant, accompagné de son parent, à manipuler le papier, à fabriquer des choses. Puis, vu que c'est assez simple aussi, il peut même imaginer, montrer à ses amis comment fabriquer après ou voilà. On a une petite fusée ici, ça c'est un numéro étoile. Fait une fusée, puis là, le feu ici rentre dans la fusée, fait qu'on décolle. Fait que c'est ça, toujours un petit découpage à faire à l'intérieur. En plus, ce qu'on a fait aussi, depuis quelques numéros, on fait une version imprimable avec une imprimante conventionnelle des pages de découpage. Donc, pour une classe, une bibliothèque, on peut imprimer en nombre d'exemplaires souhaités les pages de découpage, puis les faire ensuite sans avoir à découper le magazine. Il doit avoir cet enjeu-là de la collection aussi, les gens qui veulent collectionner le magazine, qui ne veulent pas découper les pages intérieures. Oui, c'est même ça qu'on écrit aussi. Si tu ne veux pas découper ton magazine, va à telle adresse et tu peux imprimer le PDF. Fait que c'est sûr que la première réponse, c'est de le lire au complet, de faire les jeux, les activités. Mais après ça, comme chaque magazine est sur un thème, il y a une tonne d'activités qu'on peut faire avec les enfants en lien avec le thème. Ça peut être en fait une introduction même vers d'autres lectures, d'autres activités, d'autres jeux. Au niveau des classes ou des bibliothèques, le format peut amener plein d'activités à faire. Par exemple, dans le numéro machine, qui est juste ici, ça, c'est le 2-4 ans, le 5-10 ans fonctionne comme ça aussi. On avait les pages qui se déchirent, là, qui sont déchirées, en fait, puis qui peuvent être tournées pour construire différents robots. Puis il y a le texte qui accompagne, qui est comme une genre de petit poème qui décrit le robot, mais qui devient mélangé selon... on connaît le principe de ça. Mais de voir un magazine, de voir quelque chose comme ça, ça devient une invitation à reproduire cette activité-là avec un groupe scolaire, par exemple. On peut demander aux enfants de dessiner un robot, de le décrire en quelques phrases, de créer un livre avec les robots de la classe qui se mélangent, ou chaque enfant peut le faire de façon individuelle aussi. Encore là, dans un contexte scolaire, dans le numéro 5-10 ans, puis là, je cherchais le numéro trésor, qui est ici. On a toujours une entrevue avec un animal. C'est une entrevue fictive, bien sûr, mais qui permet de passer beaucoup d'informations. Donc ici, on a le Tamia qui explique, qui fait des collections de trésors. Donc, sous forme de questions-réponses, c'est vraiment une structure d'une entrevue, mais faite avec un animal. Ça, on le fait dans chaque numéro. Fait que partir d'un contenu comme ça en classe pour travailler la recherche d'informations, mais d'une autre façon, de proposer aux enfants d'écrire une entrevue où ils vont s'inventer un personnage avec un animal, mais passer de l'information en même temps, ça peut devenir une activité vraiment intéressante. On pourrait mettre aussi en lien, ça me fait penser, mais il y a les balados d'Espace pour la vie, là, la balado du biodôme, la balado de l'insectarium. On pourrait faire un jeu avec les deux parce que les insectes, les plantes et les animaux sont personnifiés également dans ces balados-là. Fait qu'il y aurait peut-être quelque chose à les mettre en lien. Oui, il y a des belles discussions qu'on peut avoir entre le fait scientifique, mettons, puis le côté narratif fictif du personnage animal. On peut demander à l'enfant comment tu penses qu'il est, le Tamia. Est-ce qu'il parle vite? Est-ce qu'il parle... moi, je pense que oui, là, parce qu'il est comme vif, mais moyen de lui donner une voix, de montrer... c'est de la personnification, là. Fait que ça, c'est amusant. Dans les magazines... ça, c'est vraiment pas limité à Great Cheese, mais on a des commentaires d'enfants, souvent. J'ai encore le numéro trésor, mais on avait fait un appel sur nos réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce que les enfants collectionnaient, puis on a reçu des réponses qu'on a présentées comme ça. Donc, on a différentes réponses de différents enfants, fait que ça peut vraiment partir de discussions aussi. Mathilde ici, elle collectionne ça. Toi, qu'est-ce que tu collectionnes? Dans un groupe, ça peut favoriser des discussions. Julien avait animé un atelier justement autour de la collection dans une bibliothèque de Montréal. À partir de ces témoignages-là, justement, les enfants devaient, eux,
faire En fait, c'était une affiche, ils devaient présenter leur collection, soit une vraie collection ou une collection imaginaire. Puis là, on leur disait le plus gros spécimen de ta collection, le plus coloré, le plus ci, le plus ça. Puis là, ils devaient le dessiner dans des cases. Puis ensuite, on faisait une sérigraphie par-dessus ça qui reprenait un peu les cadres de la page du magazine. Fait que ça faisait comme une affiche finale, là. Tous les dessins étaient encadrés dans des cadres sérigraphiés. Fait que c'était pour montrer un peu la technique d'impression, puis faire un atelier de dessin, puis de discussion autour des collections aussi. Puis voilà. Il y a toute la question des champs lexicaux aussi, parce qu'en travaillant avec des thématiques, il doit avoir, là, j'ai pas d'exemple en tête avec le magazine en tant que tel, mais il doit avoir des mots qui reviennent plus souvent, des expressions, donc il y a toute la question des champs lexicaux qui pourraient être travaillés aussi en salle de classe. Parce que c'est le fun d'avoir tous ces morceaux-là sur le même thème, puis de voir qu'un thème peut se décliner aussi en poésie, en prose, en jeu, en question. Il y a des thèmes qui se prêtent bien au champ lexical, là, comme nous, on a fait un numéro étoiles, puis c'est sûr qu'il y a étoiles, il y a les étoiles dans le ciel, l'astronomie, mais on avait c'est toi la star. Oui. C'était des syntaloges où on avait dans le 2-4 ans, c'est toi l'étoile du jour. Fait que oui, c'est une autre façon d'aborder. On a les métiers des étoiles la aussi. fée des étoiles, la star de rock. Puis c'est l'astronome et l'étoile du match. Fait que toute la question de l'anticipation aussi, tu sais, avant même de recevoir le magazine ou avant même de l'ouvrir, quand on a la thématique, ça peut être amusant d'essayer de trouver avec les enfants quelles pourraient être les déclinaisons du thème, justement. Tu sais, puis après ça, on va aller valider. Est-ce qu'on a eu des idées qu'ils n'ont pas eues dans le magazine? Est-ce qu'il y a des idées qu'ils ont eues dans le magazine qu'on n'a pas eues? Mais tu sais, ça ouvre l'imaginaire aussi, dans le fond. Et quand on part sur un thème, c'est ça, il y a plein d'avenues, puis je pense que le magazine comme ça peut être vraiment une forme d'introduction à un thème comme dans Trésor, par exemple. Je parle beaucoup de lui parce que c'est notre plus récent, là, mais on avait les collections, on a les collections du musée. On a fait une collaboration avec le musée Red Pat, donc qui nous ont montré des trésors de leur collection. Donc, il y a ça aussi, la visite au musée, le dragon gardien des trésors, mais ça se termine même avec les pirates un vrai ou faux sur les pirates. Est-ce que les pirates cachaient vraiment leurs trésors? Fait à partir de là, on peut parler, si on part sur les pirates, après ça, il existe beaucoup de livres qu'on peut utiliser pour poursuivre la lecture, poursuivre la découverte avec les enfants, puis ça, même à la maison aussi, ou en classe, ou en bibliothèque, on peut monter des thématiques. Et ça m'amène à cette réflexion, c'est-à-dire que quand on regarde l'animation du livre, tu sais, il y a souvent plusieurs pistes qu'on peut explorer, mais je trouve qu'avec le magazine puis avec ce que vous décrivez, chacun des textes puis chacune des images est une porte qui s'ouvre vers une exploitation, c'est-à-dire qu'on pourrait faire une animation juste avec l'histoire du début. On peut faire une animation juste avec l'entrevue. Il y a énormément de déclinaisons. Puis dans le fond, c'est souvent aussi dans les salles de classe, on va parler de l'importance de lire à plusieurs reprises les mêmes textes. Il y a les 5 au quotidien, ils vont relire 5 fois la même histoire et tout ça. Mais là, c'est avec le magazine, c'est de revenir à chaque jour avec une nouvelle partie du magazine, puis de l'explorer, puis d'explorer le thème sous une autre facette. Donc, c'est vraiment sur le long terme qu'on va pouvoir l'utiliser jusqu'à temps qu'on soit le prochain, finalement. Oui. C'est comme ça qu'on attend le prochain. Après, là, on peut y revenir. Absolument. La pérennité, c'était une des questions qu'on s'était dit qu'on pourrait aborder aussi, la pérennité du magazine. Je pense que avec tout ce que vous nous avez dit jusqu'ici, cette question-là, on y a comme répondu par la bande parce que c'est sûr qu'un magazine comme celui-là, on le conserve. On le conserve ou éventuellement les enfants grandissent, on le lègue là, pour qu'il y ait d'autres lecteurs, comme on fait avec un album ou avec un roman. C'est pas un magazine dont on va disposer après la lecture parce que c'est un tout, c'est une œuvre complète en tant que telle. Là. Encore, je viens juste d'y penser, mais par rapport au découpage, les derniers numéros, c'est toujours moi qui fais qui planifie du moins la structure des paper toys, des jouets de papier, parce qu'on a eu
depuis le début du magazine, on en a eu des trop compliqués pour les enfants, on en a eu qui étaient difficiles, on en a eu qui étaient... En tout cas, depuis quelque temps, on a fait un peu le ménage là-dedans, puis dans les contraintes techniques que je me mets aussi, je me dis que c'est le fun si ça donne aussi des trucs aux enfants pour fabriquer des paper toys ou manipuler le papier après avec des outils que tout le monde a. Il y a beaucoup de paper toys qu'on a besoin d'un X-Acto, par exemple, pour faire une ouverture. Moi, je m'assure qu'on n'a pas besoin d'X-Acto pour faire des ouvertures. Fait que plutôt, là, dans une ouverture ici, pour le robot, on a besoin d'une ouverture pour le bras, mais dans ce cas-ci, moi, j'ai dit, vous pliez comme ça, puis avec le ciseau, on fait juste couper dans l'épaisseur du pli, ça va faire une ouverture. On n'a pas besoin de perforer avec l'X-Acto. Ça peut servir encore là dans des cours d'art après pour montrer comment construire des choses en papier, en 3D, avec des outils que tout le monde a, un ciseau à bourron, puis même on encourage le papier collant parce que la colle en bâton, des fois, c'est difficile. Le papier collant, le résultat est instantané. Fait que nos paper toys peuvent être faits avec du papier collant, puis un ciseau à bourron, ça va marcher, puis ça peut être utilisé après pour faire des pop-ups. Oui, mais dans la lignée de ce que tu disais, dans le numéro forêt, on a le découpage, en fait, ça permettait d'ajouter une 3 dimensions au magazine. En fait, l'enfant, il vient ajouter la loupe puis la canopée de l'arbre. Donc, tu sais, c'est vraiment des trucs après qui peuvent être reproduits dans d'autres... Une carte de souhait. Puis l'enfant est créateur là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Il ajoute quelque chose à son magazine. Il vient le créer. Et cette belle illustration, elle est faite par Amélie Dubois. On parlait de la collection, puis on parlait de la pérennité, et Marie-Denise nous demande dans la conversation si rétrospectivement, les numéros, on peut se les procurer. Oui, certains, oui, pas tous. Malheureusement, il y en a qui sont épuisés. Puis, étant donné la technique d'impression dont on a parlé largement, on les réimprimera probablement pas. C'est pas dans les plans de les réimprimer. Mais, sauf dans peut-être un projet spécial comme vous avez déjà fait. Oui, comme ça. Peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas sur la table. On ne l'a pas présenté, mais rapidement, c'est un livre qui prenait les 10 premières histoires des 10 premiers numéros. On l'avait réédité en 3 couleurs. On a fait une nouvelle mise en page avec des images qui prenaient plus de place, des textes plus gros. C'est imprimé en réseau, relié à la main à Montréal par une relieur donc, c'est une petite édition d'un livre, mais c'est ça. On avait l'image de Pascal Blanchet tantôt, mais ça, c'est la version elle est toujours en 2 couleurs, par exemple, mais pleine page. Donc, oui, des fois, on fait des projets spéciaux. Sinon, les magazines sont disponibles sur notre site web et dans certaines librairies aussi, des fois, ils conservent les anciens numéros. Par rapport à la question de la pérennité, c'est fréquent que les librairies qui nous font des commandes de magazines vont nous dire « Ah, mais en passant, il ne me reste plus de tel numéro de l'année passée, je vais en reprendre. » Parce que les magazines ne sont pas datés au sens où ils ne sont pas liés à l'actualité vraiment. Là. Absolument. Donc. Écoutez, c'était vraiment formidable de vous entendre puis d'avoir tous... on est privilégiés d'avoir la parole des artistes derrière ce magazine-là. C'est vraiment, vraiment intéressant de vous entendre. Je pense qu'on aurait pu se parler pendant 1 autre heure pour savoir comment ça se fait. Et en plus, cette conférence étant enregistrée, elle pourra être réécoutée et écoutée par de plus nombreuses personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions avant qu'on se quitte, qui voudraient inscrire, prendre la parole? Là, prenez la parole, on est un petit groupe, donc ouvrez votre micro et parlez si vous voulez le faire. Je vois que Gigi a déjà ouvert son micro. Oui, j'ai ouvert mon micro parce que, en fait, moi, ce qui m'a accroché, c'est une de mes amies qui fait du fanzine aussi, puis qui fait des paper toys. Puis c'est comme ça que j'en suis venue à découvrir votre revue. C'est vraiment ce qui m'a accroché au départ, tout l'aspect ludique des jouets de papier, le 3D en papier avec quelque chose qui est vraiment plat, mais que tu as fait quelque chose de 3D comme un peu les origamis, mais différent, qui bouge. C'est ça qui va juste pour vous dire que moi, ça m'a beaucoup accroché. C'est juste ça. Merci, c'est gentil. Nous aussi, on adore vraiment ça. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec le papier, puis ça donne vie. Non, c'est bien trippant. Heather nous dit qu'elle a déjà trouvé le cadeau qu'elle va offrir à sa filleule grâce à vous aujourd'hui. Alors, elle dit, je dois quitter, mais j'ai trouvé le cadeau pour ma filleule. Oui, Marie-Denise, je vois que vous avez ouvert votre micro. C'est une très, très belle découverte.
je trouve que c'est un projet extraordinaire, puis je vais faire mon mieux pour vous encourager. Et bref, je vais acheter toutes vos affaires au complet. Tout ce qui est disponible. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, ça me rattache un peu à mon enfance, parce que quand j'étais petite, on avait des espèces de poupées en carton dans lesquelles on mettait comme des vêtements et tout ça. Puis je me souviens d'avoir fait tantôt vous avez parlé là, des points, etc. Là, je sais, ma mère m'a acheté une espèce de revue quand j'étais petite. Puis je pouvais passer des heures là-dedans. J'aimais vraiment ça. Là, ça fait que je trouve que c'est des belles alternatives pour justement développer la créativité chez les jeunes. C'est vraiment. Ben, merci. En tout cas, bravo, puis très longue vie. Ben, merci. On a beaucoup de plaisir, je pense que ça paraît. Hein? Oui, absolument. En tout cas, je vais le publiciser, là. Il y a quand même beaucoup de gens autour de moi qui ont des jeunes enfants et tout, là. Puis c'est ça, là. Tu sais que l'environnement, c'est important. Le produit québécois, c'est important. Ça fait que je vais parler de vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Je ne vois pas d'autres micros qui s'ouvrent. Ben, je vais prendre un moment pour chaleureusement vous remercier encore une fois de votre présence. Vraiment, j'ai eu énormément de plaisir à vous parler et à vous découvrir aussi par le biais de cette conférence. C'était extrêmement intéressant. Cette conférence-là, comme je le disais, sera disponible en rediffusion. J'en profite pour faire une petite annonce. Donc, pour les gens qui sont ici, peut-être l'avez-vous vu passer, mais on ne prétend pas faire le magazine tel que Grilled Cheese le fait, mais notre magazine CJ Qu'est-ce qu'on lit est sorti hier. Donc, si vous voulez voir les suggestions de lecture pour qui sont faites pour le temps des fêtes et les articles autour de la médiation de la lecture, puis autour il y a des suggestions de jeux de société. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires dans ce magazine-là. Ma collègue Mylène, qui a géré ce projet, a fait un travail de feu. Je vous invite à aller le voir. Il est disponible sur notre site web dans les activités CJ Qu'est-ce qu'on lit. Et qui sait, peut-être qu'on aura une collaboration un jour pour le magazine, de magazine à magazine. J'ouvre cette porte et j'espère qu'on la prendra très bientôt. Ça serait un plaisir de vous retrouver, une petite invitation dans notre magazine virtuel. Ça fait complètement un autre univers. Pourquoi pas? Ben oui, avec plaisir. Pourquoi pas? Alors, c'était la dernière de nos conférences de l'automne. Il reste une causerie dans 2 semaines avec Nicolas qui va parler de poésie avec ses invités. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Sinon, à vous tous et toutes, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un beau moment de repos, je l'espère, et de retrouvailles en souhaitant que ce soit possible. Et encore une fois, merci de votre présence à tout le monde. Merci à nos invités et je vous souhaite, sans plus tarder, une excellente soirée. Ben merci pour tout. Salut. Merci.